Bonjour, chers amis. Durant cette vidéo, on va essayer de discuter les hypothèses de recherche et les objectifs de recherche lors d'une étude scientifique ou lors d'un mémoire de fin d'études. Je suis professeur Benazouz, maître de conférence en pneumophysiologie à l'Université de Laval. Bon, cette vidéo va se dérouler comme suit. On va commencer par une introduction, un petit rappel sur les bases de la recherche scientifique. Après, on va parler de la place de l'objectif dans les différentes étapes d'un protocole de recherche. Après, on va voir les bases de rédaction d'une hypothèse de recherche avec quelques exemples. Et après, on va passer à la rédaction des objectifs de l'étude où là, on va essayer vraiment de multiplier les exemples et on va conclure par comment faire la différence entre une des erreurs les plus importantes qu'on voit, c'est la différence entre objectif et but de recherche. Nous abordons maintenant la vision en trois étapes de Claude Bernard pour la démarche scientifique. D'abord, on commence notre, nos étapes de recherche scientifique en faisant une observation attentive. D'abord pour saisir les faits, ensuite pour formuler des hypothèses claires par ces observations. Et enfin, on va valider par les expériences rigoureuses, généralement expérimentales, menant à des conclusions objectives. C'est comme ça que Claude Bernard a introduit les différentes démarches scientifiques au niveau lors du 19e siècle. Euh, Cette approche reste un socle pour structurer les hypothèses et les objectifs de recherche de manière pertinente et même si ça a évolué progressivement avec le temps. Pourquoi j'ai maintenu les hypothèses avec les objectifs? Parce que si vous vous rappelez des tests statistiques, les hypothèses de recherche sont très très importantes pour faire un test statistique. Si on n'a pas d'hypothèse, le test statistique ne peut pas vraiment être appliqué. La mise en place d'une étude, peu importe le domaine, euh, lors de la schématisation générale, ça reste une étape cruciale pour réussir euh, notre recherche. Vous devez planifier minutieusement vos méthodes, définir vos variables avec précision et sélectionner soigneusement vos échantillons. Ça, c'est déjà dès le début. D'accord? Lorsqu'on commence déjà la partie pratique, c'est que c'est en mode autopiloté. D'accord? C'est que déjà tout a été fait et donc la phase la plus importante, c'est maintenant, c'est lorsque vous êtes en train de rédiger votre protocole. C'est pour ça la rédaction du protocole prend du temps. Parfois, on fait des essais sur le terrain, on teste nos questionnaires, d'accord, pour que dès qu'on commence la date du recueil des données, l'échantillonnage, le recueil de données, c'est qu'il n'y a plus de changement majeur. Et donc, euh, soyez méthodique et rigoureux, car une base solide mène à une recherche fructueuse. D'accord? Lorsque vous allez arriver à la phase d'analyse descriptive, si vous faites de l'analyse inférentielle, c'est la régression logistique, c'est les tests statistiques plus poussés. Bon, c'est pas obligatoire que vous le fassiez, mais au moins l'analyse descriptive, c'est que vous allez pas faire marche arrière et changer vos objectifs. C'est catégoriquement interdit de changer les objectifs après avoir commencé la partie pratique. Et même les petits changements dans le protocole sont à éviter.
Après, donc, je voulais faire un petit rappel sur les étapes d'un protocole de recherche. Il n'existe pas d'étape absolue, d'accord? Un plan absolu qu'il faut vraiment suivre absolument. Donc, ça peut changer d'un type d'étude à un autre, d'un rédacteur à un autre. Je vais vous donner quelques exemples, mais grosso modo, euh, la problématique et la justification de l'essai sont le début. Donc, vous avez parlé de la problématique. La problématique, c'est presque un synonyme de justification. Donc, il faut prendre l'état des lieux et parler du problème l'état des lieux au niveau de la bibliographie, l'état des lieux sur le terrain, et vous allez élaborer qu'est-ce que vous voyez que ça justifie de faire une recherche. Après, vous allez émettre une hypothèse. Par exemple, euh, je sais pas, vous avez remarqué que les étudiants qui font du sport sont plus concentrés. Donc, vous allez faire une petite revue de la littérature et après, vous allez faire une hypothèse. L'hypothèse, c'est que faire du sport augmente la concentration. Après, on va rédiger des objectifs d'étude. On va voir comment on va faire ça. Donc là, ça va être vraiment précis. L'objectif, c'est le cœur de votre recherche. L'objectif principal, c'est le cœur de votre recherche. Généralement, c'est un synonyme du titre de votre mémoire. Après, vous allez définir critères d'inclusion et de non-inclusion, la population d'études. Schéma thérapeutique, là, si c'était un essai thérapeutique. Critères de jugement qui sont un miroir des objectifs. Ils suivent toujours les objectifs. Donc, chaque objectif aura son critère de jugement précis. Après, le plan de déroulement de l'étude, chacun comment il rédige ça. Nombre de sujets nécessaires, exploitation et analyse statistique. Et après, si vous faites une publication, donc on a parlé des hypothèses et objectifs, elles sont là. Donc elles sont juste après la problématique. Et c'est important que vous soyez euh, vraiment bien formé sur la rédaction des objectifs d'une étude avant de commencer. Là, j'ai pris un exemple de mes, de mes étudiants, je crois que c'était l'année passée ou l'année d'avant. Donc, introduction, revue de la littérature. Donc, l'introduction, on avait mis la problématique à l'intérieur de l'introduction. Certains font introduction et problématique séparées. D'accord? Revue de la littérature, après matériel et méthode, type d'étude, population d'études, et oui, on a mis aussi les objectifs à l'intérieur de l'introduction. Donc, certains font introduction, problématique, objectif, et après ils passent à la revue de la littérature. Certains mettent les objectifs dans matériel et méthode. Toutes les méthodes sont justes. Certains le font ici dans matériel et méthode et dans l'introduction. Donc, type d'étude, population d'études, critères de jugement qui sont un miroir des objectifs, les variables étudiées bien détaillées, le plan et déroulement de l'étude dès le début, donc considération éthique et plan d'analyse statistique. Tout ça, ça fait partie du protocole d'étude. Et après, lorsque vous allez terminer, vous allez faire que des petits changements, d'accord, dans le protocole. Et vous allez terminer en faisant résultat et analyse, discussion, conclusion et le reste. Un autre exemple, introduction. Là, l'introduction, elle incluait la problématique, mais on a mis les objectifs à part. Objectif principal, objectif secondaire, revue de la littérature, matériel, méthode, type d'études, population d'études, critères d'inclusion, critères de non-inclusion, nombre de sujets nécessaires, critères de jugement qui sont à miroir. Ça veut dire qu'elles suivent les objectifs. Chacun objectif a son critère de jugement bien défini, bien précis, les facteurs étudiés. La conduite de l'étude, conduite, on va bien détailler, décrire comment va se dérouler notre étude. Exploitation des données, on va décrire comment on va exploiter nos données, comment on va les analyser, avec quel logiciel. Les considérations éthiques, l'anonymat, le consentement éclairé, signé. Après, là, ça s'arrête là le protocole. Et
là, c'est la partie où, à la fin de l'année, quand vous allez analyser vos données, vous allez mettre le résultat, la discussion et conclusion et le reste. Et donc, le but d'aujourd'hui, c'est de savoir rédiger un objectif, puisque l'objectif principal, c'est votre destination. D'accord? Certains thésards, ils mettent l'objectif principal de leur thèse ou de leur mémoire en fond d'écran de leur ordinateur. Pour ne pas aller à côté, pour ne pas oublier le but, pas le but, mais la destination de leurs travaux. Parce que parfois on oublie, parfois on s'égare. D'accord? La recherche scientifique, on fait pas du n'importe quoi. D'accord? On fait une chose à la fois, une étape à la fois. Et donc, c'est l'objectif principal. C'est selon l'objectif principal qu'on va construire notre protocole. Après, on peut rajouter des objectifs secondaires qui vont enrichir votre étude, mais ça va être juste pour enrichir. Donc, on dit généralement que l'objectif principal, quand on va avoir le résultat, ça va être une preuve, un niveau de preuve scientifique, niveau A, niveau B, niveau C, niveau D, selon type d'étude. Mais pour les objectifs secondaires, ça va être juste des hypothèses. D'accord? Parce que si je fais une étude d'incidence, le but principal, ça va être de déterminer le pourcentage ou la fréquence d'une telle maladie. Et donc, le vrai résultat de notre étude, c'est ce pourcentage. Après, en faisant cette étude d'incidence, on peut observer des facteurs de risque. D'accord? On peut observer des complications de cette pathologie. Et donc là, même si on va calculer le risque relatif, ça va être des hypothèses. D'accord? Ça va pas être des preuves scientifiques totales. Et pour faire une étude pour vraiment calculer un facteur de risque, le protocole il est complètement différent. Ça devient plus une étude d'incidence, ça devient une étude d'exposé non exposé, ça devient une cohorte, ça devient une étude prolongée sur le temps. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de mémoires qui font des études d'incidence et de prévalence parce que ça prend pas beaucoup de temps et pour le mémoire vous allez avoir 3 à 6 mois maximum pour la pratique. Donc, on va explorer la marche à suivre pour rédiger les hypothèses et les objectifs solides dans une étude de recherche. Euh, on- Tout d'abord, imaginons que nous mettons une étude sur l'effet, comme on a dit, de l'exercice sur la concentration chez les étudiants. Euh, on va définir notre problème. Le problème, c'est quel est l'impact de l'exercice physique sur la concentration chez les étudiants. Après, on va énoncer la question de recherche. Comment l'exercice physique affecte-t-il la capacité de concentration chez les étudiants? D'accord, ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans le protocole, mais vous êtes obligé de le faire sur votre brouillon en discutant avec votre directeur de thèse. Vous êtes obligé de passer par ces étapes, surtout dans la rédaction de la problématique. Après, on va décider du type de recherche à entreprendre. Euh, Donc là, par exemple, nous allons essayer d'établir une relation causale entre exercice physique et concentration, et on va formuler notre hypothèse. Donc, notre hypothèse, c'est que l'exercice physique régulier améliore euh, la capacité de concentration des étudiants. Et pour rédiger les objectifs de recherche, on va, objectif principal, évaluer l'effet immédiat de l'exercice physique sur la concentration des étudiants. D'accord, là, ça va être ça le cœur de l'étude, ça va être une étude expérimentale. D'accord? Donc on va prendre des étudiants, on va leur donner euh, des exercices à faire, puisqu'on va évaluer l'effet immédiat, on peut faire une évaluation immédiate. Si on avait dit qu'on va examiner l'effet de l'exercice à long terme, ça va être un problème, d'accord? Parce que l'étude doit être rédigée de façon que ce soit une cohorte et on doit suivre dans le temps. Par contre, on pourrait mettre dans les objectifs secondaires, examiner si la fréquence de l'exercice influence à long terme la concentration. Et donc, puisque c'est dans les objectifs secondaires,
On peut faire ça à rétrospective, donc on va demander aux étudiants des questions sur leurs habitudes physiques et on peut les suivre aussi dans le temps si on a le temps. Mais je vous ai dit, les objectifs secondaires, ils ont moins de valeur, moins de poids scientifique que l'objectif principal, puisque toujours le plan d'étude, l'architecture de l'étude, elle est faite selon l'objectif principal. Et après, on va déterminer les moyens de vérification, confirmation ou invalidation de l'hypothèse. Euh, donc, on va déterminer dès le début quel test. Donc, on va mesurer les performances cognitives, quel test. On va trouver des questionnaires ou des tests d'évaluation des performances cognitives, de mémoire ou de concentration ou des QI, d'intelligence, avant et après une séance d'exercice. On va les déterminer pas dans l'objectif, mais dans le plan. Parfois, même dans l'objectif, hein. Parfois, on rédige l'objectif. Si on a un test précis, on peut le mettre dans l'objectif. Et donc, le test, il doit être mis dès le protocole. Et méthode de vérification, on va faire une comparaison de la concentration chez les groupes d'étudiants avec des niveaux d'exercice différents. Bien sûr, on peut prendre trois groupes, un groupe qui fait pas d'exercice du tout, un groupe qui fait des exercices légers et un groupe qui va faire des exercices intenses. Peut-être qu'on va trouver que l'exercice intense va inverser, va diminuer la concentration. Et en suivant cette démarche, vous pouvez structurer efficacement vos hypothèses et objectifs de recherche. N'oubliez pas que chaque étape est cruciale pour garantir la qualité et la pertinence de votre étude. Si vous vous rappelez du plan, on passe maintenant à la section consacrée à la formulation des hypothèses de recherche. Nous allons explorer ce processus en trois étapes pour créer des hypothèses solides et cohérentes. La première étape concerne les hypothèses générales. Ces hypothèses, également appelées hypothèses de travail ou théoriques, sont des représentations abstraites, explicatives ou prédictives. Elles décrivent une relation entre des faits ou un ensemble de faits qui n'ont pas encore été établis. Par exemple, si nous nous penchons sur l'effet de la concentration sur par exemple l'effet de la consommation de café sur la concentration, une hypothèse générale pourrait être que la caféine influence positivement la capacité de concentration. Et si on passe à la deuxième étape, c'est les hypothèses de recherche ou opérationnelles. Donc, on doit prendre l'hypothèse générale et la formuler de façon plus pratique. Puisque les hypothèses de recherche traduisent des hypothèses théoriques dans un contexte concret, spécifique à une recherche particulière. Elles permettent de vérifier l'hypothèse générale en la rendant mesurable et opérationnelle. Pour notre exemple de la caféine, une hypothèse de recherche pourrait être que la consommation de 2 tasses de café par jour améliore la concentration des étudiants pendant les heures d'études. D'accord, là, on a formulé une hypothèse mesurable facilement, pas facilement, mais on peut la vérifier, on peut la mesurer. Pas parler caféine, est-ce qu'on parle de bonbons caféine, est-ce qu'on parle de grains de caféine, d'accord. Et après, on a les hypothèses statistiques. Euh, c'est les hypothèses qui nous cherchons ou l'indice approprié pour exprimer les tendances générales des mesures, telles que les mesures des moyens, des pourcentages, effectués sur des groupes de sujets. En plus, nous devons sélectionner l'outil statistique adéquat pour analyser ces résultats. Cela peut impliquer l'utilisation de tests tels que le test de student pour comparer les moyens entre les groupes. En combinant ces trois étapes,
vous parviendrez à formuler des hypothèses complètes et cohérentes pour votre recherche. Euh, Parfois, on n'a pas besoin de formuler toutes ces étapes, d'accord? Surtout si on fait des tests, des mémoires sur des études observationnelles d'incidence, prévalence. Donc, on va juste formuler une seule hypothèse sur que ça, c'est fréquent, ça, c'est pas fréquent. Parfois, c'est même pas obligé de le faire dans le protocole, d'accord? On rédige que les objectifs, d'accord? Les hypothèses, c'est sur le brouillon. Sauf pour les hypothèses statistiques, lorsqu'on fait des études d'exposé, non exposé, et sur les études d'essais thérapeutiques, d'accord? Lorsqu'on va essayer de comparer l'effet d'un tel médicament sur la survie. Donc là, il faut bien formuler l'hypothèse, il faut que ça soit mis noir sur blanc. Et donc, euh, une bonne hypothèse va constituer le fondement de ces études en orientant en vous orientant comment tirer des conclusions. Bon, là, c'est un autre, oui, là, c'est l'exemple sur une étude expérimentale. C'est là où vraiment on utilise les hypothèses. Donc, sur un essai de supériorité, l'efficacité d'un traitement E est supérieure à celle d'un traitement C, qui peut être un placebo ou un autre contrôle actif. Dans un essai de non-infériorité avec un certain marge d'erreur, l'efficacité du traitement E est au moins équivalente à celle du traitement C. Ça, c'est les différents types d'études expérimentales et c'est thérapeutique. Et dans un essai d'équivalence avec une certaine marge, l'efficacité du traitement E est la même que celle du traitement actif C. Vous allez très peu voir de faire d'essais thérapeutiques pour les mémoires d'interne parce que ça prend du temps, ça demande beaucoup de moyens, ça demande une validation par un comité d'éthique qui va dire que éthiquement votre étude, c'est pas, elle est éthique, d'accord? Elle n'est pas sauvage, euh, elle est valable, d'accord? On fait pas n'importe quoi en médecine. Et donc, si on fait des essais thérapeutiques, on va donner des traitements contre traitements, on va faire nos malades ne sont pas des rats de laboratoire. Donc, pour faire un essai thérapeutique, c'est très, très, très contrôlé et encadré. Mais si vous faites des études non expérimentales, c'est-à-dire observationnelles, là, normalement, on fait passage par le comité d'éthique, mais c'est pas vraiment. Disons que le comité de validation de vos mémoires est suffisant et et donc, vous voyez que ça a beaucoup d'avantages. Pas de comité d'éthique, les hypothèses ne sont pas aussi bien rigoureuses, mais le poids de la recherche aussi diminue, il faut le dire. On n'a pas d'études observationnelles de niveau A. D'accord? Les études observationnelles, c'est ni niveau de preuve de niveau B, pas B, C et D. D'accord? Niveau A et B, c'est les essais thérapeutiques et les cohortes où il y a un suivi dans le temps. D'accord? On prend des fumeurs, des non-fumeurs, et on va le suivre sur 20-30 ans, et on va voir combien font de cancer dans ce groupe et dans ce groupe. Là, c'est des niveaux de preuve de niveau A. D'accord? Alors que des observationnels transversales sur un rétrospective, ça a des niveaux de preuve de niveau C et D. Alors, on revient à notre plan. On était donc pour les hypothèses de recherche et on va passer à l'étape suivante. C'est comment rédiger l'objectif de l'étude. Ça, c'est vraiment le cœur de notre vidéo aujourd'hui. Euh, Comment rédiger un objectif de l'étude? L'objectif de l'étude principale, c'est l'élément fondamental d'un protocole d'étude. L'objectif décrit ce que l'on veut faire exactement. On va définir l'objectif de l'étude, sur quoi porte l'enquête exactement, qu'est-ce que l'on recherche à mettre en évidence, qu'est-ce que l'on veut vérifier. La définition des objectifs est impossible sans l'élaboration de l'hypothèse de recherche. Même si vous rédigez vos hypothèses sur un brouillon,
ou sur la problématique. Objectif d'étude, qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Mesurer la prévalence d'un phénomène. Donc, c'est une étude transversale. Transversale, ça veut dire elle est perpendiculaire au temps. D'accord? Ça veut dire elle n'est pas longitudinale. On va pas suivre le malade dans le temps. Ça va pas prendre 6 mois, 2 ans, 3 ans. D'accord? Une étude transversale, c'est quelques semaines, quelques jours, voire quelques mois. C'est une photo. C'est une prise de photo d'un phénomène dans une population donnée. On peut, par exemple, évaluer l'effet d'un traitement, d'un protocole thérapeutique, d'une méthode de prévention ou d'un programme de santé. Donc, là, je vous ai dit, c'est des cohortes exposées, non exposées. On peut mesurer une relation enquête étiologique, exposée, non exposée aussi. Et il faut faire attention, il ne faut pas que vos objectifs soient trop ambitieux. D'accord? Il faut que votre étude soit réalisable. Si votre étude n'est pas réalisable, vous allez perdre votre temps et vous risquez de refaire votre mémoire à zéro. D'accord? Donc c'est très important de garder les pieds à terre et de être réaliste dans la rédaction de vos objectifs. Donc on a dit que l'objectif principal est le pivot central du protocole. Ça doit être une question simple, claire et précise. Euh, pour les objectifs secondaires, c'est des questions auxquelles il faut répondre pour arriver euh, à l'objectif principal ou en annexe. D'accord? Donc, on va voir des exemples d'objectifs secondaires. D'accord? Comment formuler un objectif? Donc, toujours, il faut commencer par un verbe. D'accord? On commence pas par un nom. On va commencer par un verbe, ce qu'on appelle des verbes d'action. D'accord? Généralement, ça doit faire une action, disons, mathématique. D'accord? Ça doit être mesurable, évaluable. Donc, par exemple, recenser, estimer, décrire, évaluer, déterminer. D'accord? Là, c'est des exemples concrets de comment commencer l'objectif. Si je vois euh, un objectif qui ne commence pas par un verbe d'action, c'est que votre protocole doit être refusé ou que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Lorsque votre objectif commence par un verbe d'action, cela confère à votre objectif une clarté et une orientation précise. On peut voir ça avec plusieurs exemples. Par exemple, on peut avoir comme objectif analyser l'impact des médias sociaux, des sociomédias, sur les habitudes de consommation des jeunes adultes. Notre objectif, évaluer on retrouve beaucoup d'objectifs qui commencent par évaluer, déterminer, évaluer l'efficacité d'un programme de formation sur la réduction des tests au milieu professionnel, évaluer les performances d'un test. Euh, on peut comparer les performances euh, d'un test diagnostic, identifier les facteurs influençant une certaine euh, la survenue des maladies, d'accord. Déterminer les effets de la pollution de l'air sur la santé respiratoire. Donc, en utilisant des verbes d'action comme analyser, évaluer, comparer, identifier, déterminer, vous indiquez clairement ce que vous prévoyez de faire dans votre étude et cela oriente votre recherche et permet à vos objectifs d'être compréhensibles et ciblés. Et il faut vous rappeler que cette règle fondamentale, pour donner de la clarté, elle est là pour donner de la clarté et de la direction à vos objectifs de recherche. On va voir quelques exemples. On commence par les essais cliniques. Donc un objectif doit toujours être détaillé, le plus détaillé possible. D'accord? Ce qu'on peut pas mettre dans l'objectif, on va le mettre dans le protocole pour la définition des variables et moyens de mesure, mais on va essayer d'avoir un objectif le plus précis possible. Par exemple, pour un essai clinique, l'énoncé d'un objectif doit comporter au moins
les éléments, les sujets d'étude, population visible, il faut dire, bien préciser notre population d'étude. Euh, c'est ça, ça donne beaucoup de problèmes. Parfois, on a des mémoires d'interne qui étudient l'incidence des fractures, je sais pas, l'incidence des fractures de l'avant-bras à la droite. C'est pas précis, d'accord? C'est pas la population de la droite, c'est pas la wilaya de la droite, c'est une incidence au niveau de l'EPH ou de l'hôpital de la droite, d'accord? Si vous êtes pas, vous suivez pas tous les malades de la droite et parce que même si vous dites de la wilaya droite, il peut y avoir des malades qui vont consulter à la Ragdaya ou à Djelfa, d'accord? Ou à Alger. Donc, il faut bien préciser votre population d'études. Bon, ça c'était autre chose. La variable d'exposition X au traitement. Le traitement, exposition, ça veut dire variable d'exposition. Si vous êtes faites une cohorte, ça veut dire sujet tabagique. Vous dites c'est tabagique, cigarette, préférable, vous détaillez le plus possible. D'accord? Si vous pouvez avoir une seule marque de cigarette ou un seul type de cigarette, light ou non light, c'est encore mieux. Quand on peut pas, on peut diminuer en précision, mais on perd en qualité. D'accord? La variable de réponse, ça veut dire l'événement, la survie, la survenue d'une maladie, la survie sans maladie. D'accord, il faut que ça soit précis. Et les mesures utilisées pour la comparaison, suivant la nature de la variable, ces mesures sont le plus souvent les moyens, si la variable est quantitative, d'accord, donc on va comparer la moyenne des événements, ou on va comparer des proportions, des pourcentages si la variable y est dichotomique. Dans un essai thérapeutique, l'objectif doit aussi définir les patients concernés, les traitements testés, ça on l'a dit, et qu'il fallait donc là, c'était pour vous montrer un exemple. Donc, comparer le pourcentage de guéris parmi ceux soumis à un traitement A et parmi ceux soumis au traitement standard B chez des patients souffrant de la pathologie M. D'accord, là, c'est un exemple d'objectif lors d'un essai thérapeutique. Parfois, l'objectif vise simplement à montrer la relation entre deux phénomènes, peu importe sa direction. Euh, donc, par exemple, comparer les niveaux d'absorption calorique chez les hommes et les femmes. Et donc là, c'est pas suffisamment précis. Il faut préciser quels hommes, quelles femmes. Euh, c'est pas suffisamment précis. Donc, on a dit l'objectif principal, sa formulation doit préciser l'effet recherché, évaluer l'efficacité d'un schéma thérapeutique, l'affection et la forme clinique, donc dans la prise en charge du cancer du sein ou stade non métastatique, et enfin la population concernée chez les patients âgés de plus de 18 ans. D'accord? Donc il faut vraiment être le plus précis possible dans les objectifs. Là, c'est un exemple, je vous ai mis évaluer la survie à 3 ans des femmes atteintes de cancer du sein non métastatique HER2 positif traitées par Transezumab. Et là, je vous ai mis l'exemple surtout pour voir les objectifs secondaires, qu'on peut mettre des objectifs secondaires, évaluer la tolérance au traitement chez les femmes de la population d'études, évaluer la qualité de vie de la population d'études selon le score. Donc là, quand on peut mettre des scores d'évaluation précis, on les met dans l'objectif. Quand il y en a trop, parfois, on peut les mettre, je vous ai dit, dans le protocole, dans les moyens de mesure. Je vous ai dit, déterminer le type d'enquête, bien sûr. Donc, selon notre objectif, vous avez fait, j'espère, le cours sur les types d'enquête. Et donc, selon, bon, ça, c'est pas des verbes, c'est juste pour vous expliquer. Donc, on peut avoir des études de prévalence. Et là, ça veut dire qu'on va essayer de calculer le nombre de malades, d'accord, ou la fréquence par pourcentage de malades. L'étude d'incidence, c'est le nombre de malades, mais c'est le nombre de nouveaux cas sur une petite durée. Ça, c'est les types d'études les plus fréquents. On a l'analyse des facteurs de risque. Et là, étudier l'origine des maladies. Donc, je vous ai dit, pour analyser les facteurs de risque, si vous le mettez comme objectif principal,
il faut que vous ayez une étude de type cohorte. Longitudinale, ça veut dire prolongée dans le temps. Par exemple, on veut étudier l'effet des cigarettes électroniques sur la survenue de cancer du poumon. Donc, on va prendre une population de sujets qui fument des cigarettes électroniques et d'autres qui fument pas. Et vous voyez déjà qu'un comité d'éthique va refuser de vous donner l'autorisation parce que les sujets, comment vous allez les séparer, normalement on les sépare par tirage au sort. Donc imaginez, vous tirez au sort quelqu'un et vous lui dites, vous êtes dans le groupe de fumeurs, vous allez fumer. Et vous allez l'exposer à un risque juste pour faire une étude. Donc c'est pour ça c'est très difficile de faire des études d'analyse de facteurs de risque. D'accord? Généralement, on étudie les facteurs de risque en rétrospective, en, sur des datas, sur des sujets fumeurs, non-fumeurs. Parfois, ils fument, ils arrêtent, ils fument. D'accord? Et donc, le niveau de preuve, il est moindre. Mais c'est comme ça. D'accord? Les êtres humains, c'est pas des rats, c'est pas des souris de laboratoire. On va les obliger de fumer pendant des décennies pour voir la survenue de pathologies. C'est pour ça, parfois, c'est difficile de savoir la cigarette électronique, est-ce qu'elle est vraiment dangereuse? Déjà, il faut du recul, il faut du temps, mais c'est assez difficile d'étudier des produits toxiques comme ça sur le temps. Pour étudier les facteurs pronostiques, évolution d'une maladie, euh, je sais pas, par exemple, préciser l'évolution des maladies. Bon, pour la survie, par exemple, ou de voir, par exemple, si une maladie auto-immune, s'il y a, par exemple, la sarcoïdose, lorsqu'il y a une atteinte cardiaque, la survie, elle est moindre. Et donc, on va prendre des malades sarcoïdoses, on va l'évaluer et leurs atteintes et on va les suivre dans le temps et voir la survie chez tout le monde et voir c'est quel type d'atteinte qui a un effet sur le pronostic. Donc là aussi, c'est une cohorte. On peut aussi, pour les facteurs de risque, on peut aussi faire des études, ce qu'on appelle les études cas témoins. Malade, non malade. D'accord, on peut, par exemple, il y a une étude sur les facteurs de risque de tuberculose. Lorsqu'on a à chaque fois un malade qui fait une tuberculose, on doit recruter un témoin. D'accord, on était en dispensaire. Et donc, à chaque fois qu'il y avait dans le DAT un nouveau malade, on avait une petite fiche, on écrivait le sexe, l'âge, et quelques notions diabétiques, non diabétiques, HTA, quelque chose comme ça. Et on envoyait à la partie de consultation des urgences des généralistes. Ils essayaient de recruter des témoins qui se rapprochaient le plus des cas. D'accord, étude cas témoins. Et donc, après, on va comparer les cas et les témoins. Ça veut dire les cas qui ont des tuberculoses et des témoins qui les ressemblent, qui ont été recrutés le même jour, avec un terrain plus ou moins ressemblant pour minimiser les biais de recrutement. Et après, on va voir quels sont les facteurs de risque qui ont été plus à l'origine de faire une tuberculose. D'accord, ça c'est une autre façon de faire une étude de facteurs de risque. Donc ça ne demande pas d'être prolongé beaucoup dans le temps si la maladie elle est fréquente, mais le recrutement des témoins, il est assez problématique. Les essais thérapeutiques, on en a parlé, on compare deux médicaments ou un médicament avec un placebo. Et l'étude diagnostique, étude de validation d'un test diagnostique, c'est un type d'étude particulier. On va valider, par exemple, nous, on a fait une étude il y a 3 ans sur les performances d'un questionnaire sur le dépistage de la BPCO. On a comparé la sensibilité et la spécificité d'un questionnaire sur quelques questions par rapport à la spirométrie qui est le gold standard, qui est un test diagnostique parfait. D'accord? Donc, l'idéal pour une étude de validation d'un test diagnostic, il faut comparer avec le gold standard. Généralement, le gold standard, il est plus coûteux et ou bien difficilement accessible et on essaie de comparer des tests moins chers ou plus accessibles pour comparer. Et donc, selon les objectifs qu'on veut faire, on va choisir déterminer le type d'enquête qu'on va faire. J'aime pas parfois quand les thésards ou les internes, quand ils essayent de faire une mémoire, ils choisissent la pathologie. Ils choisissent pas le type d'étude. Ils veulent que je veux faire une étude sur les pathologies, je sais pas moi, sur l'obésité. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire comme étude sur l'obésité? D'accord?
Est-ce que l'étude de cas témoins? Est-ce que l'étude longitudinale cohorte? Est-ce que l'étude de fréquence? D'accord? Donc, c'est le type d'étude qui va vraiment déterminer comment vous allez travailler. Là, quelques exemples. On reprend. Donc, on a les essais thérapeutiques. Ça va évaluer l'efficacité d'un traitement. Généralement, pour rédiger votre verbe, on va dire évaluer l'effet d'un traitement. D'accord? Pour un test diagnostic, généralement, c'est tester la sensibilité. C'est pas démontrer, généralement, c'est tester la sensibilité et la spécificité d'un nouveau test. On peut aussi dire comparer les performances d'un test, comparer les performances du questionnaire A par rapport à la spirométrie dans le dépistage des cas de BPC. Pour la recherche d'association de facteurs de risque, euh, on peut dire mesurer l'effet bon, identifier les facteurs les facteurs de risque, d'accord. Mesurer l'effet d'un traitement, d'accord, mesurer l'effet d'un traitement sur la survie, ça c'est un autre exemple. Pour les études pronostiques, identifier les facteurs productifs associés à la progression de la maladie, euh, d'accord. Pour les caractéristiques, caractériser une population, bon, pour caractériser une population, je vois souvent ça dans les objectifs secondaires. Dans les études descriptives, généralement, c'est les études de fréquence, incidence et prévalence. Et donc, l'objectif principal, ça va être de déterminer ou d'évaluer ou mesurer la fréquence de nouveaux cas ou le pourcentage de cas de la maladie A. Et beaucoup mettent dans les objectifs secondaires caractériser une population, étudier les caractères épidémiologiques d'une population. C'est plus ou moins faux, puisqu'on va systématiquement décrire notre population, ce qu'on appelle le tableau 1. D'accord? Toujours on décrit notre population. Donc, de mettre dans les objectifs qu'on va caractériser notre population, c'est de la répétition. D'accord? On ne met jamais caractériser une population dans les objectifs. C'est sous-entendu, d'accord, mais c'est un peu faux de mettre ça. Généralement, on va dire, par exemple, une étude de prévalence, on va déjà dire l'objectif principal, étudier la fréquence de la maladie. Pour les objectifs secondaires, étudier les facteurs associés, étudier les facteurs de risque, étudier les complications de la maladie. D'accord? Comme objectif secondaire, je vous ai dit, c'est pas obligé que ce soit une étude longitudinale. On peut juste faire des tests diagnostiques sur la population telle qu'elle. Donc, quelques exemples. Bon, ça, c'est un exemple. Déterminer l'efficacité d'un vaccin ciblant le type 6 de 11, 16, 18 du virus HPV dans la prévention des infections génitales causées par ce virus, incluant les condylomes, les néoplasies cervicales ou plus avancé. D'accord? Vous voyez un objectif, un exemple d'une étude faite internationale, c'est vraiment bien précis. Un autre exemple, évaluer l'effet des biphosphonates administrés par voie orale pour tester l'hypothèse qu'il réduit les douleurs osseuses et améliore les lésions ostéolytiques chez les patients atteints de dysplasie fibreuse des os. D'accord? Un autre exemple d'une étude internationale. On passe à la dernière étape de notre vidéo, de notre visio. Ne pas confondre entre but et objectif. Un objectif, on a vu ça très précisément. Un but, c'est ce qu'on attend de l'effet de notre travail de recherche sur le long terme. Je vous donne un exemple. Euh, Par exemple, il y avait une étude sur euh, les fractures des têtes du fémur. D'accord? Une étude sur l'incidence des facteurs de risque de tête de fémur au niveau de l'EPH. Et après, en faisant l'incidence, bien sûr, on va étudier les facteurs associés comme objectif secondaire. Ça, c'est une très belle étude. Mais l'interne, il a insisté, il voulait mettre comme objectif diminuer l'incidence des fractures. C'est pas. Si tu mets comme l'objectif, il doit être atteint, d'accord? Il doit obligatoirement être atteint avant la soutenance.
Si tu mets comme objectif diminuer les fractures, ça veut dire que tu vas aller dans les maisons et tu vas surveiller les chirurgiens âgés s'ils vont tomber, s'ils vont pas tomber, et tu vas avoir un effet sur l'incidence, d'accord? Donc c'est pas un objectif, c'est un but. On peut l'atteindre comme on peut pas l'atteindre. C'est pas bidna, d'accord? Donc c'est un but. On aimerait bien l'atteindre. Mais je sais qu'en français on peut dire que c'était synonyme, mais là on fait pas du français, on fait du français scientifique. Et dans le français scientifique, il y a une différence entre objectif et euh, but. D'accord? Un exemple d'un but, mettre en place une stratégie préventive afin de diminuer l'incidence des fractures chez les femmes ménopausées ayant une ostéoporose. D'accord, là c'est un but euh, c'est un but, mettre une stratégie, d'accord. On peut proposer à la fin de mettre une stratégie de notre mémoire. Mais on ne peut pas le mettre dans les objectifs. Dans les objectifs, c'est identifier les facteurs de survenue des facteurs ou bien on a dit la fréquence, d'accord? Donc il faut que ça soit mesurable, il faut que ça soit réalisé avant de soutenir. Un autre exemple, donc là, le but, mettre en place une stratégie. Donc ça, c'est un but. Donc vous pouvez mettre le but dans votre protocole, comme vous pouvez ne pas le mettre. En tout cas, c'est très très important de ne pas confondre entre but. Donc, le but, ce à quoi vous voulez arriver au-delà de l'étude, après l'étude, avec le temps, avec plusieurs études qui se suivent, qui se complètent, on va atteindre un but. D'accord? Réduire la mortalité ou réduire la fréquence d'une telle pathologie. Alors que l'objectif indique vraiment ce que l'étude elle-même va nous mener, donc comme je dis, avant la soutenance. On arrive au terme de cette présentation. Euh, je me rends compte que parfois, pour apprendre vraiment à rédiger, il faut que ça soit fait de manière pratique. Et donc, c'est pour cela, on va faire une petite séance pratique visio. Je vous conseille de m'adresser vos résumés de protocole à l'avance sur mon mail le plus rapidement, essayez avant le vendredi, pour que lorsqu'on fera notre séance, on va essayer de corriger vos protocoles, vos objectifs, et ce sera pratique et ça sera pédagogique pour tout le monde. D'accord? Et merci et bon courage.